Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Los Angeles, sublimé par David Lynch, sera l'une de nos 4 destinations aujourd'hui. Nous flirterons sur Mulholland Drive en essayant de prendre dans nos phares l'inspiration du plus allumé des cinéastes américains. Dans le Morvan, ces hommes reproduisent des gestes séculaires. Grâce à l'héritage du jour, vous allez découvrir ce qu'on appelait les trains de bois, un astucieux système de flottage qui permettait de transporter des bûches jusqu'à Paris. Maintenant, on se plaint, mais on ne devrait pas tellement se plaindre parce que eux, c'était autre chose. Hein. Physiquement, c'était terrible. Hein. Ouais, c'était dur, hein, comme dur, très dur. C'est une vraie badass dont je vous parlerai au Nigeria. La mère de Fela Kuti, aussi militante que son musicien de fils. Dans l'incontournable, vous verrez comment elle a réussi à faire plier un roi. Je pense que le roi s'est dit, ce sont juste des femmes casse-pieds, je vais pouvoir les gérer. Il ne leur a pas prêté attention. Et puis c'est devenu très intense et elles l'ont prise en otage dans son palais en chantant. C'était extraordinaire. Et puis dans Papy, on explore chaque jour de nouvelles saveurs. En Galice, nous testerons les grelos, un légume proche du brocoli en un peu plus amer. Les Espagnols adorent ça, surtout marié avec de l'épaule de porc. Je veux du lacone. Bien sûr, tu es un petit malin, toi. Après cette mise en bouche, c'est par une devinette sauce Madère que je vous propose de commencer. Pourquoi le vin de Madère est-il vinifié au chaud, contrairement à tous les autres vins du monde ? Le Madère, on le connaît pour sa douceur. On le tire d'un raisin cultivé sur les terres volcaniques de Madère, cette île aux aires de jardin sur l'Atlantique. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Alors pourquoi ne pas le vivifier dans une bonne cave fraîche comme tous les autres ? Je vous servirai la réponse en fin d'émission. Car pour le moment, silencio. David Lynch va nous conduire sur une route aussi tortueuse que son inspiration. On a rendez-vous sur Mulholland Drive. Dans un théâtre de Los Angeles, l'instant où les lumières s'éteignent raconte mieux que tout cette capitale mondiale du cinéma. Ici, tout n'est qu'illusion. Ce sont ces tréfonds du mirage hollywoodien que raconte David Lynch dans son film de 2001, Mulholland Drive. Le cinéaste signe à 55 ans son monument, 11 ans après le succès de sa série télévisée Twin Peaks. Entre rêve et réalité distordue, David Lynch prend pour point de départ l'histoire d'une jeune femme amnésique. I wonder where you were going. Mulholland Drive. Une aspirante actrice incarnée par Naomi Watts tente d'aider cette jeune femme rescapée d'un accident de voiture Mulholland Drive. à reconstruire sa mémoire. That's where I was going. Mulholland Drive. Maybe that's where the accident was. There must be a police report we could call. No, we could call anonymously from a payphone just to see if there was an accident. Come on, it'll be just like in the movies. We'll pretend to be someone else. À travers ce polar hanté, le cinéaste révèle de façon sombre et acide le miroir aux alouettes qu'est Los Angeles à ses yeux. C'est un fin ruban de bitume, long de 34 km, qui relie le Pacifique à l'ouest de Los Angeles. Construite en 1924, Mulholland Drive est l'une des premières artères de la ville. David Lynch débarque en 1971 à Los Angeles pour y entamer des études de cinéma à 25 ans. Arrivé de la grisaille de Philadelphie, il ressent sur les lacets de cette route ce qu'il appelle l'évaporation de la peur. Quand on conduit dans une ville ennuyeuse, où toutes les rues sont au cordeau, on se sent comme un hamster en cage. On veut en sortir. Mais conduire sur Mulholland Drive, avec ses courbes et ses dénivelés, cela stimule l'esprit. C'est en quelque sorte un acte de pleine conscience. Et c'est exactement l'expérience qu'a eue David Lynch ici. Quand il conduisait sur cette route, il devait être plus vigilant. Et quand on fait plus attention, c'est à ce moment-là qu'on trouve l'inspiration créative. Mulholland Drive a certainement aidé David Lynch à sortir de sa cage, à repousser les limites.
à se transcender. Si cette route, symbole de liberté, donne son titre au film, elle y apparaît à peine comme une métaphore de Hollywood, cette machine à créer de la gloire qui se révèle hors d'atteinte. David Lynch en sait quelque chose. Après ses premières années comme cinéaste expérimental à la liberté totale, il a découvert ici les exigences formatées des studios hollywoodiens et compris que pour y tourner des films, il fallait jouer les équilibristes. Mulholland Drive est parfois comparé à un fil de funambule. On est littéralement sur la frontière entre Hollywood ou Beverly Hills d'un côté et la San Fernando Valley industrielle de l'autre. Quand on est à la poursuite du rêve hollywoodien, on ne veut pas tomber du côté de la San Fernando Valley. Et Lynch s'en est servi pour symboliser la recherche de la célébrité et montrer comment le rêve hollywoodien peut conduire à vendre son âme au diable. L'accident de voiture au début du film représente aussi la fin de l'illusion. On dit qu'Hollywood Boulevard est le boulevard des rêves brisés. Mais Mulholland Drive, c'est carrément Hollywood Boulevard sous stéroïdes. À la pointe est de son parcours, Mulholland Drive prend fin, justement tout près des studios célèbres dans le monde entier. Ces fabriques du cinéma apparaissent dans le film comme une machine à broyer les idéaux, dominée par une véritable mafia. Au trompe-l'œil du Hollywood contemporain, le cinéaste préfère celui de l'âge d'or, ces années 50 du glamour et des stars, dont les diners, ces restaurants populaires à l'architecture 50s, semblent faire revivre l'esprit aujourd'hui. Quand on conduit sur une autoroute à Los Angeles, on repère ces diners de très loin, avec leurs formes insolites cernées de verdure et des palmiers géants qui dépassent même du toit. C'est comme embarquer dans une machine à remonter le temps. Quand David Lynch est arrivé à Los Angeles, il a aussitôt trouvé sa place dans ces lieux. Il y connaissait les serveuses, il dégustait des milkshakes et des hamburgers. Il dit même que la montée de sucre des milkshakes stimulait son écriture. Il s'y est installé, en quelque sorte, et a fait des diners son nouveau foyer. Plus que l'esthétique des lieux, c'est le pittoresque de ses occupants qui aiguillonne l'imaginaire du cinéaste. Ce sont vraiment des lieux de mélange et de sociabilité. On y croise des gens en cravate et attachés case, des ouvriers, des policiers, des livreurs. En gros, tous ceux qui font tourner la ville. La particularité de ces lieux, c'est qu'ils sont essentiellement faits de verre. Donc on peut voir les passants, les automobilistes, et on est entouré de toute une faune humaine. Lynch parle de tous ces gens qu'il voit. Il s'imprègne de tous ces personnages, et on les retrouve même parfois dans ses films. Dans Mulholland Drive, le melting pot du diner inclut une serveuse qui rêve d'être actrice, mais aussi un tueur à gages. L'héroïne jalouse l'emploi pour éliminer son amante, devenue sa rivale. Au milieu des milkshakes et des assiettes de frites, le cinéaste fait planer ici une noirceur subtile. C'est un vieux gag à Hollywood, de dire que chaque serveur de restaurant est acteur et vice-versa. C'est en partie vrai. C'est très commun de voir un acteur faire passer sa photo à une table de diner. Cela arrive tout le temps. Mais David Lynch réussit à rendre ça très sombre et différent. Une scène qui mène au meurtre. Et donc, ces endroits de la banalité du quotidien sont aussi des lieux de rendez-vous pour le monde du cinéma. Lynch évoque à travers eux leur omniprésence dans le système hollywoodien. Il montre comment on y pitche des films, comment des acteurs essaient de se placer. Au final,
Il souligne comment ces diners eux-mêmes font partie intégrante du processus créatif. À l'image des diners, les décors naturels de Mulholland Drive racontent eux aussi l'âge d'or de Hollywood à travers l'esthétique des années 40 et 50. Les 50s sont toujours là. Elles sont partout. Elles n'ont jamais disparu. C'était une décennie fantastique à bien des égards. On avait l'impression que tout était possible. Dans Mulholland Drive, Lynch remonte encore plus loin dans le temps, jusqu'aux origines du cinéma, la scène de théâtre. Chaudron urbain et grouillant, le centre-ville historique de Los Angeles abrite toujours les fantômes de théâtre construits au début du XXe siècle, puis abandonnés avec l'avènement du cinéma. Quand ces théâtres ont été construits, il n'y avait pas de Hollywood. L'idée de Hollywood existait, mais pas Hollywood Boulevard. C'est donc dans ces théâtres-là qu'avaient lieu les avant-premières, en plein centre de Los Angeles. Par la suite, certains forains sont allés construire des théâtres plus au nord, sur Hollywood Boulevard. Et tout a bougé là-bas. Mais pendant longtemps, ce quartier était le centre névralgique du divertissement. Avant d'être cinéaste, David Lynch a forcément fréquenté ce genre de théâtre dans sa jeunesse. Et c'est ce qui a consolidé son amour pour le cinéma et qui lui a donné envie de faire ce métier. Donc, quand il retourne dans un théâtre pour tourner une scène, c'est quelque chose de profondément personnel pour lui. Dans ce genre de lieu, vous ressentez l'épaisseur du temps. Vous percevez les gens qui sont venus avant vous. C'est quelque chose d'étrange, qui est vraiment palpable. David Lynch disait qu'en faisant Mulholland Drive, il avait l'impression de regarder dans le rétroviseur, de traverser des strates temporelles. C'est aussi l'impression que me donne ce film et ces vieux théâtres. Dans Mulholland Drive, les deux héroïnes se réveillent en sursaut en pleine nuit, saisies d'un besoin irrépressible. Aller voir un spectacle à 3 h du matin. Et dans la ville du show permanent, leur pulsion n'est pas si incongrue. Sur la façade arrière, on voit encore marqué « Jeu en continu ». C'est vraiment comme ça que ces théâtres fonctionnaient. À cette époque, à Los Angeles, il y avait beaucoup d'usines de voitures, d'industries aéronautiques, avec des travailleurs qui faisaient les 3-8. Alors s'ils voulaient se détendre en sortant du boulot, ils savaient qu'ils pouvaient venir ici à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, car tous ces théâtres tournaient en continu. On tombait sur un film ou un spectacle de cabaret ou de magie, qu'importe. Il n'y avait pas d'horaire de séance, vous pouviez voir un spectacle à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et c'est ce que font les deux amis dans le film. Lynch, lui, attribue à son cabaret un nom étrange, le Silencio, aussi décalé pour un lieu de musique et de divertissement que la ruelle qui y mène. Lynch montre cette allée sombre pleine de déchets et de graffitis, mais il en fait un endroit magique, avec le néon bleu Silencio au-dessus de la porte. Et d'une manière générale, on peut faire un parallèle entre ce qui se passe sur la scène, où se trouve un illusionniste, un magicien, et ce que fait Lynch dans le film. Il rend tout ceci étrange comme tabou et interdit. C'est toute cette ambiance qu'il cherche à créer, comme pour montrer qu'il y a un Los Angeles clinquant, et puis un Los Angeles plus sombre quand on s'enfonce au plus profond de l'industrie du cinéma. Au Silencio, l'illusionniste qui mène le bal sur scène prévient le public. Il n'y a pas de musicien, tout est enregistré, tout n'est qu'illusion. Cette scène clé du film sonne la fin du rêve. L'amnésique était une amante calculatrice, la jeune première, une actrice déjà déchue. Avec cette révélation,
David Lynch scande en beauté la réalité cruelle de Los Angeles, la ville où la vie même n'est qu'un show continu. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens aiment les films de David Lynch et qu'ils résistent si bien au temps que l'on ne s'en lasse pas. C'est parce qu'ils ne s'appuient pas sur des effets spéciaux. Ils reposent plutôt sur les acteurs. Ce sont des films très simples dans leur façon d'être tournés. Ce sont presque comme des pièces de théâtre. Et donc, dans cette scène du Silencio, c'est un magicien qui est sur les planches et c'est précisément ce qu'a fait Lynch avec Mulholland Drive. Tout le film n'est qu'une grande illusion. À Los Angeles, Thomas Chauvineau, lui, a décidé de séjourner au Cecil Hotel. Un hôtel qui peut réserver quelques surprises. C'est le clin d'œil. Voilà un hôtel pas franchement laid, il n'a pas l'air non plus d'être un palace, un hôtel comme n'importe quel hôtel. Il a pourtant la réputation d'être l'un des endroits les plus hantés du monde. Depuis qu'il existe, le Cecil Hotel à Los Angeles a connu une vingtaine de morts violentes, suicides, meurtres, et ces cadavres ne sont pas restés cachés dans le placard. À côté, même l'Overlook de Shining est plus accueillant. L'un des derniers décès en date est celui d'une jeune femme retrouvée dans les réservoirs sur le toit. Les clients trouvaient que l'eau avait un goût bizarre, nous étions en 2013. Mais elle est loin d'être la seule. Ici, c'est un militaire à la retraite qui se tranche la gorge. Là, une femme de 50 ans qui se jette par la fenêtre. Ici encore, une autre jeune femme qui prend le même chemin après une dispute avec son mari. Malheureusement, un promeneur passé pile en dessous. Quel pourcentage de risque avez-vous de finir vos jours écrasés par un défenestré? Les deux sont morts sur le coup. Sans parler de Pigeon Goldie Osgood, ainsi surnommée parce qu'elle avait l'habitude de nourrir les pigeons dans le square d'à côté, retrouvée poignardée, étranglée, violée dans une chambre sans dessus-dessous. Construit en 1924, il se destine aux voyageurs de commerce. Et au début, il marche plutôt bien. Mais la crise de 1929 passe par là, et des voyageurs de commerce, bientôt il n'y en a plus. En outre, Skid Row, le quartier où il est situé, devient l'un des endroits les plus malfamés de LA. Un repère de paumés en tout genre, où se retrouvent les marginaux, les tox et les criminels. Ce sont eux qui forment pendant des décennies la clientèle de l'hôtel. Pas étonnant donc que le taux de criminalité soit là plus élevé qu'ailleurs. 5 étoiles noires sur tous les sites de référencement Internet. Ces chambres ont même attiré quelques serial killers notoires. Richard Ramirez, surnommé Night Stalker, qui s'introduisait chez ses victimes pour les assassiner, et Jack Unterweger, quelques années plus tard, autrichien, journaliste, romancier le jour et étrangleur de jeunes femmes le reste du temps. Malgré sa réputation, l'hôtel a tenu presque un siècle. Il ferme définitivement ses portes en 2017. Notre nouvelle étape va être l'occasion de prendre une bonne bouffée de chlorophylle. On trouve en effet 155 000 hectares de forêt dans le Morvan. Et jusqu'en 1914, regardez à quoi servaient ces arbres. Dans une forêt du Morvan, en Bourgogne, des hommes reproduisent les gestes que leurs ancêtres ont répétés pendant des siècles. Couper du bois, le jeter dans les ruisseaux et le laisser flotter pour permettre aux Parisiens de se chauffer. La capitale manque de bois, le Morvan en regorge. Mais la région est sauvage, isolée. Des hommes ont l'idée simple et géniale d'aménager les ruisseaux de montagne pour y lancer les bûches. Elles descendent jusqu'aux rivières où ils construisent de véritables trains de bois qu'ils mènent jusqu'à Paris. Cette activité a transformé le pays, lui a légué une rudesse, mais aussi une ouverture aux idées nouvelles. Le Morvan, avant le XVIe siècle, qu'est-ce que c'était? Un pays dur, beaucoup de forêts, beaucoup de ruisseaux, mais très pauvre,
tellement pauvre que les gens essayaient de trouver des activités par ailleurs. Par exemple, les galvachés, ces hommes qui partaient faire les labours et les moissons avec leur couple de bœufs ou de vaches. Les femmes qui servaient de nourrices aux Parisiens. Donc oui, un pays qui était très, très pauvre. Et les gens qui étaient un peu comme est leur géographie, bien trempés. C'est un pays de granit que l'on surnomme la montagne noire. Un caillou maudit où même l'autarcie est difficile. Seule richesse, les forêts de charme, de chênes, de hêtres qui s'étalent à perte de vue. Mais comment vendre le bois dans un pays isolé, privé de voies de communication? Dans le même temps, Paris souffre d'une terrible pénurie de bois de chauffage. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait à 80 lieues de Paris, au sud, un massif forestier fantastique et énormément de ruisseaux. Il doit y avoir, je crois, 450 km de cours d'eau dans le Morvan qui, tous, descendaient vers Paris. Et donc l'idée est venue de faire du flottage. À l'époque, pour construire les charpentes, on fait venir des troncs entiers depuis notamment la Normandie en les faisant flotter sur la Seine. À Paris, le maître des œuvres de charpenterie de l'hôtel de ville s'en inspire pour importer du bois de chauffage du Morvan. Une première expérience est tentée. Une sorte de long radeau construit avec des bûches assemblées les unes aux autres. Et le premier radeau, que l'on appelle chez nous des trains de bois, est arrivé à Paris le 22 avril 1547. Et ça a été le début de l'épopée des trains de bois. On aménage alors les ruisseaux. On creuse des étangs pour créer des retenues d'eau que l'on pourra lâcher au moment de jeter les bûches afin de créer le courant nécessaire pour les faire descendre jusqu'à la vallée. L'activité se développe. Des exploitants louent les bois aux propriétaires, souvent nobles, pour y installer des bûcherons, des hommes du pays qui vont pouvoir gagner leur vie. Donc on fait l'entaille, ce qu'on appelle l'entaille, le côté où on va tomber l'arbre, à la cognée, et après le passe-partout, c'est-à-dire la grande scie, qu'on tire à deux, voilà, qui permet de couper la part derrière. On va glaner les perches qui conviennent le mieux. Le chêne est toujours gardé pour la charpente, pour les bois d'œuvre. Après, les bois blancs, bon, réservés plutôt pour les sabots. Donc le hêtre, c'était l'essence primordiale pour le chauffage. Et donc, en diamètre, après, on choisit principalement les bois entre 25 et 30 cm de diamètre qui conviennent le mieux. Une fois qu'il est coupé, après, il faut fendre. On les empile. On empile pour qu'ils sèchent. Il faut quand même qu'il ait minimum 1 an et demi de coupe. Autrement, il ne flottera pas, le bois. Voilà, il est trop lourd. Sur les tranches des bûches, à l'aide d'un marteau gravé, on fait une marque qui permet de savoir à qui il appartient. Car le bois de tous les domaines sera jeté pêle-mêle dans les ruisseaux. On appelle cela le flottage à bûches perdues. À l'arrivée, ces marques permettront d'attribuer chaque bûche à son propriétaire. Un matin, on ouvre toutes les retenues d'eau et le bois est jeté dans les ruisseaux. La libération des barrages crée un débit brutal. Les bûches font un fracas terrible dans les gorges des montagnes, au passage des cascades. Tout le long donc de ces cours d'eau, on avait principalement des enfants, des femmes, quelques hommes, que l'on appelait des poules d'eau et qui étaient là pour essayer, non pas de guider les bûches, mais de faire en sorte qu'elles ne s'arrêtent pas. C'était du lever du soleil au coucher du soleil, les pieds dans l'eau. On les appelait des poules d'eau parce que pour marcher plus facilement, ils levaient les jambes très haut et les genoux très haut, comme une poule d'eau fait. Ils étaient continuellement trempés. Et c'est pas pendant la nuit qu'ils pouvaient sécher, et eux n'avaient pas la chance de pouvoir
changer de vêtements, donc ils devaient très certainement le lendemain redémarrer avec leurs vêtements trempés. Au passage des cascades, parfois, des bûches se bloquent en travers. Les autres s'accumulent derrière, cela crée un barrage. On appelle ça un embâcle. Il faut intervenir très vite. Mais c'était très dangereux quand il y avait justement ces barrages-là, ces embâcles. Parce que parfois, ils étaient obligés de monter dessus pour faire repartir le bois. Et c'est arrivé que le bois partait, puis le gars était encore dessus. Hein, et puis, oui, il y a eu des morts. Hein. Maintenant, bon, on se plaint, mais on ne devrait pas tellement se plaindre parce que c'était autre chose. Hein. Physiquement, c'était terrible. Hein. Ouais, c'était dur, hein, comme on dit, très dur. Hein. Quand le bois a dévalé la montagne, on le retire et on le laisse sécher plusieurs semaines au bord des ruisseaux. Les forestiers vendent aux négociants bourguignons à la foire au bois de Château-Chinon ou dans les cafés de la région. Une fois par an, en mars, c'est le grand flot. Les bûches sont à nouveau jetées à l'eau pour rallier Clamecy au nord du Morvan. Une nouvelle aventure commence. Quand l'Yonne est gonflée à la fois par les crues naturelles et par l'eau des étangs qu'on a lâchés, des millions de bûches arrivent vers Clamecy et elles vont être arrêtées par ce dispositif qui constitue un pertuis. Toute la population l'attend avec impatience. Des hommes guettent en amont de la ville et soudain quelqu'un crie « Le flot, le flot !» Une véritable mer de bois déferle sur Clamecy. Un moment d'émotion extraordinaire. On a les récits d'un jeune garçon qui explique qu'à l'école, l'instituteur ne peut absolument plus tenir ses élèves. Dans chaque maison, on a sorti les outils, on s'est préparé parce qu'on sait qu'on va travailler et qu'on va gagner de l'argent. Tout le long de ces rives, on va tirer le bois et on va les empiler. Mais ça nécessite un tri par marque de propriétaires. Ça, c'est un travail qui va mobiliser les hommes, les femmes, les enfants, et on va les empiler de façon extrêmement stricte. Ces ateliers occupent des centaines de travailleurs que l'on appelle les flotteurs. Tout le bois est trié, soigneusement rangé. Ensuite, des joutes sont organisées. Celui qui gagne la finale, sans jamais être tombé à l'eau, est appelé le roi sec. On le porte en triomphe. Il devient le porte-parole de ses compagnons. On peut alors passer à la construction des trains de bois. Donc, un train très complet, c'est 72 mètres de long. Il faut à la fois que ce soit solide, que les bûches ne se séparent pas les unes des autres, et assez souple, de façon à pouvoir franchir les obstacles. Et ça, c'est toute l'habileté et tout le génie des flotteurs. Une fois construit, le train contient en moyenne 10 000 bûches. On lâche l'eau des pertuis, ces barrages aménagés au milieu de la rivière. L'embarcation s'élance alors, elle va devoir négocier les courbes, passer des chutes d'eau de jour comme de nuit. C'est manœuvré par deux hommes, un flotteur et à l'arrière, ce qu'on appelle un petit toum, souvent son fils, qui l'aide à la manœuvre. C'est dangereux dans la mesure où vous heurtez une pile de pont, sauf miracle, votre train va se disloquer, vous tombez à l'eau, et comme la plupart des gens qui travaillent sur l'eau, les flotteurs ne savent pas nager. Ils mettent en moyenne 11 jours pour relier Paris. Là, ils confient leur train aux Plumets, des flotteurs parisiens qui doivent leur nom à ce béret et qui maîtrisent la circulation très dense sur la Seine. Les Morvandiaux mettent plusieurs jours pour rentrer au pays, à pied. À l'amorce du 19e siècle, le flottage connaît son apogée. Près de 5000 trains de bois fournissent certaines années 90% ou presque du bois de chauffe de Paris. Clamecy se développe, les flotteurs représentent désormais un tiers de la population. Ils vivent entre eux dans un quartier particulier.
Nous, on est ici dans une des petites rues du quartier de Bethléem. Et tout au long de ces ruelles, il y avait donc des maisons qui abritaient les familles de flotteurs. Des maisons qui étaient sales, parce que comment entretenir alors qu'on n'a pas l'eau courante? Lyon sert d'égout. Et d'ailleurs, l'un des surnoms de ces flotteurs, c'était les chidanliots. C'était pas du tout péjoratif, eux-mêmes se l'attribuaient, un peu comme un motif de fierté en quelque sorte. Les flotteurs constituent un monde à part à Clamecy. Ils portent tous des surnoms. Le chat gris, le ouistiti, la gueule plate, le loin du ciel. Il y a une forte endogamie. On devient flotteur parce qu'on est fils de flotteur. On épouse une fille de flotteur et on a des petits flotteurs. Les négociants, de leur côté, investissent les hauteurs de la ville. Ils construisent de belles maisons. Les relations sont souvent conflictuelles. En menant les trains de bois à la capitale, certains flotteurs fréquentent les ouvriers parisiens et rapportent des idées progressistes. La Nièvre devient le pays rouge de la Bourgogne. Ils ont été pionniers dans le domaine 1 des grèves, 2 des actions collectives. Logiquement interdites, et même réprimées par la loi, mais ils ont été, dans ce domaine-là, des pionniers indéniables du mouvement ouvrier. Le flottage marche tellement fort qu'au milieu du 19e siècle, on décide de construire l'immense lac des Sétons pour augmenter encore le courant des ruisseaux. Plus à l'ouest, ce sont les étonnantes voûtes de la Colancelle qui viennent faciliter la navigation du bois. Un projet pharaonique dans ce pays si pauvre. Un canal, des tunnels qui passent sous une montagne pour permettre au bois d'un massif isolé de rejoindre à son tour Lyon. Mais lorsque la construction de ces ouvrages s'achève, le flottage amorce déjà son déclin. Le charbon concurrence les bûches et les péniches prennent le relais des trains de bois. À Clamecy, le dernier flottage a lieu en 1923. Les sites aménagés se reconvertissent dans le tourisme. On se baigne dans Lyon. Les lacs se transforment en base de sport et de loisirs. Les visiteurs redécouvrent la nature si belle et si sauvage de ce Morvan que les bûches de bois dévalaient. Papilles maintenant. Alors c'est une très vieille recette typiquement galicienne que nous allons déguster aujourd'hui avec Ophélia. Nous sommes tout près de la zone où a lieu la Rapa d'Asbestas. Une fois par an, on se rend à la montagne pour faire descendre les chevaux jusqu'au corral du village. C'est là qu'on leur tond la crinière, qu'on leur enlève les parasites qu'ils ont attrapés. On leur prodigue les soins nécessaires. Par conséquent, les habitants de la région savent que par ici, il faut rouler tranquillement, car il est très fréquent de croiser des chevaux sauvages en plein milieu de la route. Aujourd'hui, je vais vous préparer un plat typiquement galicien, un lacón con grelos. Pour commencer, nous allons chercher notre accompagnement, le grelo. On va donc dans la boutique de Loli voir si elle en a. C'est parti. Ici, nous en avons. Ce sont des jeunes pousses de grelos, des nabissas. On va en sélectionner quelques-unes et ensuite, on passera en cuisine. Salut vous. Allez, on passe en cuisine. Bienvenue chez moi. Tous nos ingrédients sont prêts. Il est temps de commencer la préparation de notre délicieux lacón con grelos. Pour le lacón, il faut le dessaler dans de l'eau pendant 12 heures. Ici, nous avons le jambonneau que j'ai déjà dessalé. Il faut le faire cuire pendant à peu près 1 heure. Le lacón était un produit de luxe. La pâte arrière du cochon, plus grande, offre plus de viande. Mais pour le lacón, on utilise les pâtes avant qui sont plus relâchées. La viande y est plus tendre, surtout à cet endroit. On va commencer avec nos grelos. Même si tous les produits galiciens sont excellents, celui-ci nécessite quelques étapes. On va donc couper une partie de la tige pour retirer l'amertume. Notre plat n'en sera que meilleur. Ce sont des nabissas. Des jeunes pousses. Lorsque la plante se développe, ça devient des grelos. Une solution rapide pour enlever encore un peu d'amertume, même si les nabissas sont plus douces.
Il suffit d'en prendre une poignée et de marteler les tiges. La patate et le grêlo, avec la châtaigne et la figue, c'était ce que mangeaient les pauvres à l'époque. Tandis que le lacón, on le trouvait plutôt chez les riches, les ecclésiastiques, où le pouvoir d'achat était plus élevé. Pour nous, le lacón con grelos réunit le plus modeste et le plus fastueux en un seul plat savoureux. À présent, on a récupéré une partie de l'eau de cuisson du lacón et on va y faire cuire nos patates. Attention aux éclaboussures. Et maintenant le chorizo. Surtout pour qu'il reste bien juteux, il faut laisser le fil. C'est parti pour 20 minutes de cuisson. Et alors, mon gros, regarde ce que je t'ai ramené. Jarco est un cheval adopté, tout comme mes 3 chiens et mes 3 chats. On a aussi un poisson qui s'appelle José Luis. Je ne supporte pas d'être inactive, ça me rend dingue. Et toi, t'as pas ramené une pomme? À présent, les grelos vont rejoindre nos patates et notre chorizo. Ça va cuire en 10 minutes et il en restera presque rien. C'est comme les épinards, ça réduit énormément. Alors les enfants, admirez ce superbe lacón con grelos. Je veux du lacón. Bien sûr, tu es un petit malin, toi. Rien qu'à l'odeur, je savais déjà que ça allait être excellent. Je te régale. Toi, toujours. Mâche ou tu vas t'étouffer. Allez, on a rendez-vous au Nigeria à présent. Vous connaissez sans doute Fela Kuti, le père de l'afrobeat. Eh bien, sa mère, elle aussi, a fait parler d'elle. C'est l'incontournable. Au Nigeria, c'est à fleur de granit, sous ces rocs impressionnants que s'installent les premiers habitants de la ville d'Abeokuta dans les années 1830. Le nom, Abeokuta, veut d'ailleurs dire « refuge sous les roches » en langue yoruba, l'une des ethnies majoritaires du pays. La star née sur ces lieux, c'est le musicien Fela Kuti, père de l'afrobeat, de renommée mondiale. Mais on connaît moins le parcours exceptionnel de sa mère, une héroïne féministe. Pour raconter son histoire, sa petite fille, Morénique Ransom Kuti, se souvient. Au début du XXe siècle, l'ensemble du Nigeria appartient à l'empire colonial britannique. Frances Abigail Olufunmilayo Thomas naît en 1900 au sein d'une famille de la bourgeoisie d'Abeokuta. Funmilayo a grandi dans un milieu chrétien. Son père était de confession anglicane. C'était un homme d'église. Il l'a élevée comme si elle avait été un garçon. Il voulait vraiment le meilleur pour elle. C'était une élève très brillante et sa scolarité a vraiment été une formalité. On disait que ma grand-mère était intrépide, qu'elle jouait avec les garçons sur un pied d'égalité. Fait rare pour l'époque, la jeune femme est envoyée faire ses études en Angleterre. Durant son séjour, elle découvre le racisme et la discrimination. Alors à son retour, Frances Abigail va avoir un premier geste de révolte contre l'acculturation européenne. Son nom était Frances Abigail Funmilayo Thomas. Thomas, c'était son nom de jeune fille. Elle a abandonné Frances Abigail pour garder son prénom Yoruba. Pour elle, c'était une façon de mettre en avant sa propre culture, parce qu'elle avait découvert ce racisme intolérable et la façon dont les Blancs traitaient les Noirs. À mon avis, elle n'avait pas été préparée à ça. Mais grâce à sa forte personnalité et à son indépendance d'esprit, elle s'est affirmée et a décrété qu'elle était fière de son identité. À Abeokuta,
Funmi Layo devient enseignante et épouse Israel Oludotun Ransom Kuti. Le couple a 4 enfants, dont le jeune Fela. Mais au début des années 40, la vie de Funmi Layo prend une trajectoire plus radicale. En fréquentant le marché d'Abeokuta, elle découvre l'injustice du système de taxation imposé par les colons britanniques. À l'époque, les taxes imposées aux commerçants étaient appliquées à toutes les femmes dès l'âge de 15 ans. Des femmes qui étaient généralement très pauvres, des petites commerçantes. Ces taxes étaient discriminatoires, puisque les femmes devaient les payer à un plus jeune âge que les hommes. Les vendeuses du marché étaient également obligées de donner une partie de leurs biens et de leurs marchandises comme contribution à l'effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout ce système était facilité par le chef traditionnel de la ville qui appliquait les lois du régime colonial. La couronne britannique avait fait de lui l'autorité, la tête du pouvoir. Pour défendre le droit des travailleuses, Funmi Layo fonde alors le syndicat des femmes d'Abeokuta, qui rassemble rapidement plus de 20 000 femmes. Après des pétitions et des lettres ouvertes restées sans réponse, Funmi Layo Ransom Kuti passe à la vitesse supérieure. À la fin de l'année 1947, elle est à la tête d'un cortège de plusieurs milliers de femmes qui se dirigent vers le palais de Lalake, le roi de la communauté. Elles ont marché vers les bureaux coloniaux en ville. Elles ont marché vers le palais de Lalake en manifestant, en chantant. Au moment les plus tendus de la contestation, certaines femmes ont retiré leurs blouses. C'étaient des femmes âgées qui se déshabillaient. Funmi Layo ne l'a pas fait. Mais vous savez, si des vieilles femmes en arrivent à ce geste, c'est qu'elles sont poussées à bout. C'est le plus grand signe de protestation pour elles. Devant le palais, les femmes entonnent des chants en yoruba, aux paroles provocantes et revendicatives. Une remise en cause de l'ordre établi, car Lalake, le roi traditionnel, est une figure à mi-chemin entre le divin et l'humain. Je pense que le roi s'est dit « Ce sont juste des femmes casse-pieds, je vais pouvoir les gérer ». Il ne leur a pas prêté attention. Et puis c'est devenu très intense et elles l'ont prise en otage dans son palais en chantant. C'était extraordinaire. Les femmes d'Abeokuta obtiennent gain de cause. En avril 1948, Lalake abdique et le système de taxation est supprimé. À l'époque, c'était une première. Des femmes qui poussent un roi à abdiquer. Ma grand-mère s'est ensuite mobilisée pour que les femmes obtiennent le droit de vote. Elle a mené de grandes campagnes pour cette cause. Cela montre à quel point elle était investie et comment elle était devenue une vraie activiste. Dans le temps, et c'est d'ailleurs encore un peu le cas aujourd'hui, les féministes ne couraient pas les rues au Nigeria. Je suis extrêmement fière de ce que ces femmes ont accompli. Et le fait que ma grand-mère soit à l'origine de tout ça, c'est quelque chose. À la fin de sa vie, Funmi Layo Ransom Kuti délaisse ses activités politiques et vit à Lagos, aux côtés de son fils, Fela Kuti, le musicien aussi contestataire qu'elle l'était. En 1977, l'armée nigériane mène un raid contre le chanteur militant et ses proches. Funmi Layo Ransom Kuti est défenestrée par des soldats. Elle meurt des suites de ses blessures 1 an plus tard, en avril 1978. Avant de nous séparer, on revient à la devinette. En début d'émission, je vous demandais pourquoi le vin de Madère était vinifié au chaud. Eh bien, c'est parce qu'on s'est rendu compte, tout simplement, que ça le rendait meilleur. À l'origine, sa maturation avait lieu bien au frais, dans des caves, comme pour les autres vins. Mais les Anglais, avec qui les Portugais avaient fait une alliance commerciale en 1660, se sont rendus compte que le vin de Madère était bien meilleur après un voyage en bateau, dans des barriques proches du soleil. Les vignerons de l'île se sont alors adaptés. Ils vont jusqu'à entreposer les tonneaux dans des greniers, pour le plus grand bonheur des palais anglais et du nôtre. Je vous dis, pespalt!